Bienvenue au Studio Micro, je suis Louis Clichy, le réalisateur du film Astérix, le domaine des dieux avec Alexandre Astier. Cette aventure a commencé quand M6 Studio est venu me chercher pour scénariser un grand film d'animation. Qu'est-ce que vous pensez du domaine des dieux? Le domaine des dieux? Je suis pas sûr. Aussi quand même, c'est pas mal. Astérix, Obélix, ça fait partie de notre patrimoine, quoi. C'est les deux mamelles de notre... moi, de mon éducation animée. Coucou! Celui-là, Obélix, il est pour toi. Ah, évidemment qu'il est pour moi, je l'ai vu le premier. C'est ma jeunesse. J'ai tout lu, évidemment. J'ai adoré. Je crois qu'on est nés la même année, Astérix et moi. En 1959. Astérix, il n'y a vraiment pas photo, c'est un rapport direct à la petite enfance. Je crois qu'on a tous été un peu élevés à l'Astérix, à la potion magique. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. Moi, je crois que j'aime encore plus certains albums d'Astérix qui représentent un scénario de cinéma. Généralement, c'est quand il y a un vrai méchant. C'est diabolique, ça. Non, maléfique. Et là, dans le domaine des dieux, les Gaulois prenaient un vrai risque. Et on sentait que César jouait sur leur corde fragile, qui était le manque de cohésion de temps en temps, le doute et même la cupidité. Ça fera 14 sesterces. Quoi? C'est une blague. Avec Louis Clichy, c'est une jolie rencontre parce qu'elle est très animée, c'est le cas de le dire. On vient tous les deux d'un monde extrêmement différent. Lui, c'est un monsieur qui est allé chez Pixar, qui a fait de l'animation de dessin animé, 2D, il a fait l'école des Gobelins. Et c'est une tronche en animation. Tout ce qu'on voit, tout ce qui est à l'écran, la façon de mettre en scène, etc., c'est vraiment sa signature. Moi, je suis pointilleux sur d'autres choses que lui, sur le rythme, sur le texte, sur la façon mélodique de faire les choses, les enchaînements, les choses. C'est plus musical probablement comme approche. Et il se trouve qu'on n'a pas vraiment arrêté de se friter du début à la fin. Non! Si! Non! Si! Non! Et du coup, le mélange des deux fait un truc qu'aucun des deux n'aurait pu faire seul. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. L'histoire n'est pas suffisante en elle-même par rapport à des logiques de scénario pour un film d'1h20, donc il faut l'enrichir. Les scènes d'action en bande dessinée, elles sont forcément assez limitées. C'est-à-dire qu'une scène d'action comme celle-ci, qui est la séquence du sanglier. Et en fait, une case suffit à parler de la chasse au sanglier. Évidemment, nous, on en fait une séquence de quasiment 4 minutes, avec des rebondissements, ça court dans tous les sens. Ça, typiquement, c'est vraiment ce que peut amener le dessin animé par rapport à la BD. Quand on a fini d'écrire le scénario, moi, je planche sur la mise en scène. Et la mise en scène va passer par le storyboard. Comment, typiquement, on va se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut être une chasse de sanglier chez nos amis gaulois? Est-ce qu'on peut pas se servir de cette chasse au sanglier pour présenter nos personnages? C'est ce qu'on fera. En fait, on est obligé de respecter ce storyboard parce que, contrairement à un film, on va faire plein de prises différentes. Nous, l'animation, elle est tellement compliquée et tellement coûteuse qu'il faut être sûr de ce qu'on va mettre au final dans le film. Et c'est pour ça qu'on a ce montage qui est quasiment quelque chose de définitif, à peu de choses près, et qui va nous servir de base essentielle pour la production du film. La séquence commence, hop, on arrive en pleine matinée sur une clairière. On a une espèce de sanglier qui roupille, une espèce d'ombre qui passe dans ce plan-là. Le sanglier est complètement alerté, il se réveille. On a son point de vue, il y a un bruit de frémissement de buisson. On repasse sur lui et là, en fait, on s'aperçoit que ce n'est que Idéfix. Mais évidemment, le sanglier a super peur et il se met à courir et Idéfix le poursuit. Ça, c'est le début de notre course. Le sanglier court, il va très vite, ça l'épuise et il va se retrouver, en fait, en essayant de changer de trajectoire, boum, il bute dans Obélix. Une fois que le storyboard est fait, on va très vite monter ces petites scénettes d'images en noir et blanc, des dessins qui sont approximatifs, mais on a déjà le bon cadrage, on a déjà les bonnes intentions. Et on enregistre des voix, c'est une sorte de petite maquette en fait, et qui nous donne déjà une bonne idée de ce que peut être le film à la fin. J'ai presque choisi les comédiens avant d'écrire, comme ça les répliques étaient bien faites pour eux, et l'animation allait suivre les répliques enregistrées, donc tout ça allait partir en fait de l'envie d'acteur. C'est la chance d'enregistrer en français, c'est-à-dire que la voix est maîtresse,
est directrice de toute l'animation derrière. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vous poserai plus de problème. La caution historique d'Astérix, c'est Roger Carrel aujourd'hui. C'est la voix d'Astérix depuis toujours. Et on a la chance d'avoir encore Roger Carrel à nos côtés pour s'amuser avec nous. Ça n'aurait pu que manquer terriblement d'avoir un Astérix sans lui. Le mal, c'est que vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. C'est faux! On était déjà des imbéciles bien avant les Romains! Beaucoup d'enfants, je crois d'ailleurs, préfèrent Obélix qu'Astérix, parce que c'est... Par sa rondeur, sans doute, il est un peu moins sérieux qu'Astérix. Ils sont fous, ces Gaulois. Florence Foresti joue la femme du chef. Attention les enfants! Les envahisseurs sont... Mais où t'as vu des envahisseurs, toi? C'est une famille perdue, on te dit. Bonne mine. Alors, je la trouve très jolie, très sexy, à mon image. D'abord, j'adore les personnages petits, en taille et forts en gueule. Elle, à sa manière, c'est une petite dictatrice, quoi, et je l'aime bien. Laurent Deutsch est venu jouer l'architecte, le fameux petit architecte, toujours énervé. Ça y est? C'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Anglégus. C'est quelqu'un qui n'a pas le physique de ses ambitions. Du nerf, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Et on prend! Et c'est de l'esclavage! Géraldine Nakache et Artus de Pengerd. C'est ici! C'est cette personne! Le premier couple de Romains désigné pour aller habiter au domaine des dieux. Poulsia, c'est une mère poule. C'est une vraie maman, très préoccupée par sa famille. Elle est très aimante, me semble très aimée aussi. Oh! Regarde comme ton père est beau! On dirait un héros grec! On a aussi Laurent Lafitte qui lui alors fait vraiment un emploi très curieux puisqu'il fait donc le chef des esclaves avec la peau de bête et tout comme il est fait par Goscinny. Moi j'ai tout d'abord envie de dire merci. Sauf qu'on l'a fait très verbeux. Il explique beaucoup, il est très très intellectuel, très... chaque situation ne lui impose aucune humeur, mais plutôt une réflexion, une grande réflexion. Mais la fuite est-elle réellement une issue? Pardon? Vous parlez de fuite, mais la fuite n'est-elle pas, je force volontairement le trait, une autre forme d'esclavage? On a François Morel qui est venu faire notre camarade poissonnier. Il est frais mon poisson! C'est ordre alphabétique. Donc j'ai passé le film à hurler. Je me suis cassé la voix à chaque fois que je suis venu, surtout. Mon papa, Lionel Astier, qui est venu faire son ennemi juré, le forgeron. C'est celui qui ferme la gueule du barde, souvent. Celui qui s'engueule avec le poissonnier en alphabétique. Quitte allé à la pêche, toi! Il commence à se momifier, ton poisson! Elie Semoun, qui est venu faire un soldat romain. Ah, ça va pas être la même limonade, là. Je pense que les gens vont le reconnaître facilement. Oui, tout à fait. Bah, disons que c'est une personne qui parle comme ça et qui est un peu revendicatrice. C'est-à-dire, bon, il est affilié à la CGT, à FO, à SFR, à RATP. Et il est tout le temps en train de gueuler, de râler. Et je crois que c'est le genre de personnage que Alexandre aime bien me voir faire. Du flan! Dans une gourde! Mais on est où, là, Centurion? On est pris pour des dindons de la farce ou quoi? Bon, j'ai compris, je descends. Au bout d'un moment, c'est bien beau de causer, mais il faut savoir dire stop. Je campe Ours en Plus, qui est le centurion responsable du camp de Baba au Rhum. Il est chargé de la sécurité du chantier, ce qui est à peu près la pire tâche qu'on ait pu confier à quelqu'un, puisque tout le monde va essayer de faire en sorte que ce chantier capote. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, bonjour, soyez les bienvenus. On a Alain Chabat qui est venu faire le méchant, le vrai méchant en fait. Je vais dire César s'il réalise que son plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. Mais c'est que je n'ai plus un seul logement de libre! Fais de la place. C'était un peu l'envie de lui donner un rôle de méchant. Et le fait de travailler avec Alexandre Astier, qui dirige vraiment très très bien les comédiens en leur donnant du rythme dans la voix, en fait, on a la chance d'avoir les voix en amont, de manière à pouvoir se caler exactement sur le rythme en fait, qu'Alexandre Astier a mis à la fois dans la direction d'acteur et à la fois dans son écriture. Ce qui fait que pour avoir travaillé sur plusieurs films en France, c'est le premier où les voix françaises sont aussi dynamiques, en fait, aussi rythmées que des voix anglaises. En fait. Par moments, les acteurs, les comédiens font des performances, en jouant, ils sont obligés de se mettre dans le rôle du personnage, et par moments, en fait, on récupérait des étincelles, des petits moments de magie, en fait. Et je me suis surpris à trouver quelques petites démarches, quelques petites attitudes dans Anglégus qui sont pas très éloignées de celles que je peux avoir moi. Sauf que, premièrement, je fais ce que je veux, et deuxièmement,
Ça fait combien le triple de 40? Un des challenges très importants de ce film, c'était de respecter, de voir ce qu'allait donner Astérix, Obélix, le village, en fait tout l'univers d'Uderzo en images de synthèse et en relief. En fait, la difficulté par rapport au modding, c'était de retrouver les dessins de Uderzo à l'écran. Comme tous les personnages sont très graphiques, on ne pouvait pas avoir un modding trop simple. Donc je vais montrer le rig en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre un squelette et on va mettre tout en place pour pouvoir faire bouger ce squelette. Par exemple ici la tête, une partie à part en fait, pour vraiment jouer en fonction de la caméra, comme en dessin, essayer de retrouver toujours les angles jolis, de manière à ce que à chaque fois que les personnages sont à l'écran, on arrive à voir les yeux par exemple, parce que les personnages comme Obélix et Astérix ont les gros nez, donc de face on est obligé de tricher, de trouver des solutions dans le rig pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux. C'est un travail titanesque, c'est incroyable. Un travail d'une grande minutie, chaque détail compte. Gentil, vous habillez en gaulois. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est bien. Si j'ai accepté de me déguiser en romain, ce n'était pour approcher l'ennemi au plus près. Exact. En fait, j'essaie de. Je pense que ça marche bien, mais j'ai l'impression que tu fais. Si j'ai accepté, et puis tu reviens en arrière, vachement pour réattaquer ensuite. Ouais. Si t'as un peu pompette, je pense que t'as une stabilité qui est quand même assez précaire, et je suis pas sûr que tu vas réattaquer autant en arrière pour revenir un petit peu. Parce que me disait Patrick, faire d'abord la main et après le corps qui. Oui, c'est ça. Déjà le fait, ça marche mieux, c'est plus marrant. Voilà. Ouais, c'est un peu lourd. Ouais. Parallèlement aux personnages qu'on va modéliser, on va aussi modéliser tous les décors. Comme c'est une histoire qui est quasiment à huis clos, qui se passe vraiment autour du village, et ça limite finalement le nombre des décors sur le film. L'animation permet des choses extrêmement tranchées. On peut passer d'un palais de César, la nuit extrêmement bleue, avec des particules dans l'air, un rayon de lune qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rêvé pour un chef opérateur. On a exactement ce qu'on veut dans les teintes, dans les contre-jours. Le directeur artistique va gérer tout ce qui est la couleur, du design de tous les éléments qu'on verra après en modélisation, jusqu'à l'image finale. Je vais vous montrer les recherches qu'on a faites pour ça. La lumière donne aussi une personnalité au film. Je ressens une cohérence incroyable entre les trois univers, l'univers de Louis Clichy et son background Pixar, animation, etc. L'univers d'Alexandre Astier, son texte, ses phrases, ses conneries, ses vannes, la dramaturgie, ses histoires, tout ça. Et puis les personnages de Goscinny et Uderzo. C'est les Gaulois qu'on aime avec leurs qualités, leurs défauts. Ils sont attendrissants, ils sont bêtes, ils sont de mauvaise foi. Et tout ça fait un ensemble totalement cohérent. J'ai trouvé ça très drôle, là, puis c'est un vrai film d'aventure. C'est transgénérationnel. Je savais que ce serait un savoureux mélange, de toute évidence. Moi, je suis très fan d'Alexandre Astier, tout autant que d'Astérix. Il y a de la modernité, il y a de l'originalité en même temps. Il respecte le scénario original. Et ça, c'est formidable.